Bonjour et bienvenue sur Traces perdues. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est l'une des plus troublantes et des plus énigmatiques du Québec. C'est l'histoire d'une jeune femme pleine de vie, Marilyn Bergeron, qui, du jour au lendemain, a été engloutie par une ombre de peur avant de disparaître sans laisser de traces. Son cas est un labyrinthe de pistes déroutantes, de témoignages poignants et de questions sans réponse qui hantent sa famille et les enquêteurs depuis plus d'une décennie. Qu'est-il vraiment arrivé à Marilyn? Pour comprendre, il faut remonter le temps, non pas au jour de sa disparition, mais aux semaines qui l'ont précédée, lorsqu'un traumatisme inconnu l'a arrachée à sa vie pour la plonger dans une terreur indicible. Avant de commencer, si ce genre d'enquête approfondie vous intéresse et que vous souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Chaque abonnement nous aide à consacrer les ressources nécessaires pour faire la lumière sur ces affaires. La disparition de Marilyn Bergeron ne commence pas le 17 février 2008, le jour où elle s'est volatilisée. Elle prend racine des semaines plus tôt, dans une peur palpable qui l'a poussée à fuir une vie qu'elle s'était soigneusement construite à Montréal pour retourner dans le refuge supposé de la maison familiale. Comprendre qui était cette jeune femme vibrante et le traumatisme profond et inexpliqué qui a fait voler son monde en éclats est essentiel pour interpréter la suite déconcertante des événements. Marilyn Bergeron était une âme créative et ambitieuse. Née à Chicoutimi en 1983, elle avait déménagé avec sa famille dans la région de Québec en 1998. Sa passion pour la musique, née à l'âge de 10 ans, était le fil conducteur de son adolescence, marquée par de fréquentes tentatives de former des groupes. Cette fibre artistique l'a naturellement conduite vers des études en art et technologie des médias. En 2005, elle s'installa à Montréal, métropole dynamique où elle s'est bâtie une existence indépendante. Elle travaillait comme vendeuse dans le célèbre magasin Steve's Music Store, un lieu emblématique pour les musiciens, et effectuait du montage sonore en pige pour des chaînes de télévision. Parallèlement, elle suivait une formation en finance chez Industriel Alliance, démontrant une facette pragmatique de ses ambitions. Le coût de la vie à Montréal exigeait cette polyvalence et Marilyn semblait déterminée à se donner les moyens de réussir. Son rêve à long terme était de devenir agente de bord, avec le projet de s'installer un jour dans l'Ouest canadien. Ce portrait est celui d'une jeune femme tournée vers l'avenir, avec des objectifs clairs et une volonté de faire. Ses parents, André Béchard et Michel Bergeron, la décrivent comme une personne ouverte à toutes les cultures, mais aussi comme quelqu'un qui pouvait être téméraire et parfois attiré par des amis qu'il considérait comme de mauvaises influences. Ce portrait nuancé suggère une personnalité qui embrassait la vie et l'expérience, mais qui possédait aussi une capacité à prendre des risques, un trait qui ajoute une couche de complexité aux circonstances de sa disparition. Au début de l'année 2008, cet édifice d'ambition et d'engagement social a commencé à se ficeler. Marilyn a confié à sa famille qu'elle ne se sentait plus en sécurité à Montréal. Ce n'était pas une simple inquiétude, mais un sentiment d'urgence, une nécessité impérieuse de rentrer chez elle. Le 10 février 2008, elle a agi sur cette peur, quittant brusquement son appartement de la rue Hochelaga pour retourner vivre chez ses parents à Québec. La semaine qui a suivi a été une période d'angoisse intense. Bien qu'elle ait fait 2 autres allers-retours à Montréal pour récupérer ses affaires, sa famille a été témoin d'un changement profond dans son comportement. Il était évident que quelque chose la troublait profondément. Lorsque ses proches la pressaient de questions, elle ne parlait pas, elle ne faisait que pleurer. Au téléphone avec sa sœur, Nathalie, elle a demandé dans un souffle de désespoir « Y a-t-il une lumière au bout de ce tunnel ?» Une question qui révélait crûment son état de détresse. La terreur de Marilyn était aussi spécifique dans ses dénégations qu'elle était vague dans sa description.
Lorsque sa mère, André, l'a confrontée sur ce qui s'était passé, Marilyn a explicitement déclaré que ses problèmes n'impliquaient ni drogue, ni dette d'argent, ni relations amoureuses difficiles. En écartant systématiquement ces sources courantes de détresse, la nature de sa peur devient encore plus mystérieuse et menaçante. Les indices les plus puissants de son traumatisme proviennent de réactions non verbales et de déclarations d'une froideur cryptique. Quand André lui a demandé directement si elle avait été agressée, Marilyn n'a pas répondu. À la place, son visage a pris une expression peinée et elle s'est mise à sangloter. Cette réaction suggère fortement un traumatisme grave, peut-être de nature sexuelle. Cependant, cette interprétation est complexifiée par un témoignage qui a émergé des années plus tard. En 2017, un ami d'université, Jonathan Gauthier, s'est manifesté avec les détails d'une rencontre avec Marilyn en décembre 2007, 2 mois complets avant sa disparition. Il l'avait trouvée inhabituellement abattue dans son appartement sombre de Montréal. Plus tard dans la soirée, après qu'une conversation lors d'une fête ait semblé déclencher son anxiété, elle est devenue désemparée. Gauthier a passé des heures à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Quand il lui a demandé si elle avait été violée ou si elle avait été témoin d'un meurtre, elle a nié les deux, insistant sur le fait que ce qui lui était arrivé était pire. Elle lui a dit « Tu ne peux même pas imaginer ce que j'ai vécu », et il est resté avec l'impression qu'elle taisait les détails pour le protéger d'un danger. Sa déclaration selon laquelle l'événement était pire que 2 des traumatismes les plus graves imaginables est l'énigme psychologique centrale de l'affaire. Cela suggère une expérience qui transcendait les catégories conventionnelles de victimisation. Cela pourrait indiquer une combinaison complexe de traumatismes, comme avoir été contrainte à participer à un acte criminel, s'être empêtrée dans une organisation dangereuse comme une secte ou un réseau de traite d'êtres humains, ou avoir été soumise à une forme de torture psychologique qui a brisé son sens de l'identité. Ce contexte remet fondamentalement en question la simplicité de la théorie initiale de la police, celle du suicide. Une personne fuyant une menace tangible et externe, une menace qu'elle sentait pouvoir mettre en danger ses amis, présente un profil qui correspond davantage à un acte criminel ou à une tentative désespérée de s'échapper et de commencer une nouvelle vie, plutôt qu'à un pur désespoir interne. La chronologie étendue, avec sa détresse évidente dès décembre 2007, indiquait que sa disparition n'était pas le résultat d'une crise subite, mais le point culminant d'une terreur qui montait depuis des mois. Le 17 février 2008, le lendemain du jour où elle a fini de ramener ses affaires chez ses parents, Marilyn Bergeron a entamé un périple qui a été méticuleusement reconstitué, mais qui reste profondément inexplicable. Chaque étape documentée de cette journée est une miette de pain sur une piste qui devient de plus en plus froide et confuse, peignant le tableau d'une journée remplie de peur, de choix inexplicables et d'un plan qui a peut-être terriblement mal tourné. Ce dimanche matin-là, Marilyn a dit à ses parents qu'elle sortait faire une promenade. Elle portait un long manteau noir avec une garniture en fausse fourrure grise, un pantalon de velours gris et des bottes en suède. Dans un geste qui suggère une course non routinière, elle a laissé derrière elle son sac à main, toutes ses pièces d'identité et même un paquet de cigarettes fraîchement achetées. Le seul objet qu'elle a pris était sa carte de crédit. Cet unique élément suggère une intention claire. Effectuer une transaction financière, mais aucun plan pour des activités qui nécessiteraient une identification. Le premier arrêt confirmé de son voyage a eu lieu peu après 11 h du matin à un guichet automatique de la Caisse populaire, maintenant Desjardins, sur le boulevard de Lormière à Loretteville. Là, elle a tenté de retirer 60 $ canadiens en espèces, mais la transaction a été refusée. Le montant est significatif, trop peu pour commencer une nouvelle vie, mais juste assez pour un billet d'autobus hors de la ville ou une petite transaction illicite. La valeur de cet argent était peut-être la clé de son plan.
Les images de la caméra de sécurité de ce guichet automatique sont l'une des preuves les plus vitales et les plus débattues de l'affaire. Elles capturent Marilyn regardant prudemment et à plusieurs reprises par-dessus son épaule, son comportement visiblement craintif. La police a d'abord caché la vidéo à sa famille, la jugeant trop pénible à regarder. Lorsque sa mère l'a finalement vue, elle a convenu que sa fille avait l'air impuissante. Le journaliste d'enquête chevronné Claude Poirier, en visitant les lieux, a émis l'hypothèse que, de sa position, elle aurait facilement pu regarder une voiture garée dans la rue à l'extérieur. Ajoutant une autre couche de mystère, les images montrent Marilyn avec un sac à dos noir sur l'épaule. Ce sac à dos est un objet fantôme. Elle ne le portait pas en quittant la maison de ses parents. Pour l'avoir acquis, elle a dû rencontrer quelqu'un ou se rendre quelque part entre son départ de la maison et son arrivée au guichet automatique. Cette rencontre non comptabilisée est la preuve tangible d'une interaction inconnue avec au moins une autre personne et sape fondamentalement toute théorie d'un voyage solitaire. Du guichet de Loretteville, Marilyn a parcouru environ 25 km vers la rive sud de Québec, traversant le fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'arrondissement de Saint-Romuald. Ce voyage a duré près de 5 heures, d'environ 11h15 à un peu après 16h. S'il est physiquement possible pour une personne de parcourir cette distance à pied, sa famille et les enquêteurs pensent qu'il est beaucoup plus probable qu'elle ait fait de l'autostop ou qu'elle ait été conduite par quelqu'un. Cela introduit un individu potentiellement inconnu dans ces dernières heures. À 16h03, Marilyn est entrée dans un café-dépôt à Saint-Romuald et a acheté une tasse de café, payant avec sa carte de crédit. Ce fut son dernier emplacement confirmé et sa dernière transaction financière. L'employé qui l'a servi a plus tard confirmé son identité à la police et s'est souvenu qu'elle semblait déprimée et pressée de quitter le magasin. Un témoin a confirmé qu'elle était seule à ce moment-là. Après cet achat, Marlène Bergeron s'est évanouie. Sa carte de crédit n'a plus jamais été utilisée. Les événements de cette journée suggèrent un plan qui a finalement échoué. Marilyn a quitté la maison avec une destination claire à 25 km de là et le besoin d'une somme d'argent spécifique. Le retrait refusé au guichet aurait été un point de défaillance critique pour tout plan dépendant de cet argent. Son arrivée ultérieure à destination, associée à son air déprimé et pressé de partir, pourrait refléter le stress et l'incertitude de son plan qui a mal tourné. Sa disparition n'était peut-être pas le résultat escompté de sa journée. Au lieu de cela, elle tentait peut-être de se rendre quelque part ou de rencontrer quelqu'un, et la transaction ratée l'a laissée bloquée et vulnérable dans un endroit loin de chez elle, conduisant potentiellement à un crime d'opportunité ou à une action secondaire désespérée et non planifiée. Nous faisons une courte pause dans ce récit complexe. L'affaire Marilyn Bergeron est un puzzle où chaque pièce compte. Si vous avez la moindre information, même si elle vous semble insignifiante, il existe des lignes confidentielles pour la transmettre. Et pour nous, ici, sur Traces perdues, continuer à produire ces documentaires demande un investissement de temps et de ressources considérables. Un simple clic sur le bouton « J'aime » nous aide à donner plus de visibilité à ces histoires qui ne doivent pas être oubliées. Continuons. La réponse officielle à la disparition de Marilyn Bergeron a été caractérisée par une friction persistante et troublante entre la théorie initiale poursuivie par le service de police de la ville de Québec, SPVQ, et les efforts acharnés de sa famille pour réorienter l'enquête vers ce qu'il croyait être des scénarios plus plausibles. Ce conflit a défini l'affaire pendant plus d'une décennie, façonnant sa trajectoire et mettant en lumière les défis systémiques dans le traitement des affaires complexes de personnes disparues, surtout lorsqu'elles s'étendent sur plusieurs juridictions. Lorsque la famille de Marilyn a signalé sa disparition le soir du 17 février 2008, le SPVQ a agi rapidement,
utilisant ses relevés bancaires pour retracer ses derniers mouvements jusqu'au guichet de Loretteville et au café de Saint-Romuald. Cependant, pendant plusieurs années, l'enquête a été guidée par la théorie policière dominante selon laquelle Marilyn, connue pour être dans un état psychologique précaire, s'était suicidée. Cette position officielle a été une source d'immense frustration pour la famille Bergeron, qui a toujours rejeté avec véhémence la théorie du suicide. Ils estimaient que cette focalisation étroite avait conduit à une vision tunnel investigative, empêchant la police d'envisager sérieusement les possibilités criminelles dès le départ. Comme sa mère, André Béchard l'a demandé avec insistance, qui dit qu'elle n'a pas été assassinée. Convaincue que la clé de l'affaire se trouvait en dehors de la ville de Québec, la famille Bergeron a fait à plusieurs reprises des demandes formelles au ministère de la Sécurité publique pour que l'enquête soit transférée. Leur raisonnement était stratégique. La Sûreté du Québec, SQ, possédait une juridiction provinciale et de plus grandes ressources pour les cas complexes, tandis que la police de Montréal était mieux placée pour enquêter sur la source de son traumatisme qui provenait clairement de cette ville. La famille estimait que l'enquête du SPVQ était trop limitée géographiquement. Le coût d'une enquête privée étant prohibitif, ils comptaient sur les services publics pour obtenir justice. Malgré leurs arguments logiques, ces demandes ont été systématiquement rejetées, même après que la famille ait lancé un appel personnel au ministre de la Sécurité publique en 2015. La réponse officielle maintenait que la SQ fournissait une pleine coopération au SPVQ, une réponse bureaucratique qui ne répondait pas aux problèmes fondamentaux de juridiction et d'expérience soulevés par la famille. Des années de plaidoyer ont finalement semblé porter leurs fruits. Vers 2020, une nouvelle équipe d'enquêteurs du SPVQ a été affectée à l'affaire, chargée de la réexaminer depuis le tout début. Ce changement signalait une reconnaissance interne qu'une nouvelle perspective était justifiée. Cette nouvelle énergie a culminé avec un développement spectaculaire en février 2022. Le jour du 14e anniversaire de sa disparition, la police a installé un poste de commandement mobile près du Café Dépôt pour solliciter de nouvelles informations. Quelques jours plus tard, le 23 février, la police et des unités judiciaires ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence privée à seulement 2 pâtés de maison de ce même café. L'opération a impliqué une excavatrice creusant dans la cour et des enquêteurs emportant des boîtes de preuves potentielles. Le résident de 63 ans a été arrêté sur les lieux, bien que pour des accusations d'agression contre un journaliste et non directement en lien avec la disparition de Marlene. Cette action représente un changement silencieux, mais profond, dans le récit officiel. Pendant des années, la théorie dominante était le suicide. Le déploiement d'une équipe scientifique et de machinerie lourde sur une propriété privée spécifique est une mesure active et coûteuse en ressources. De telles actions ne sont pas basées sur des intuitions. Elles nécessitent des informations crédibles pointant vers une personne et un lieu spécifique. Cela suggère que la nouvelle équipe des cas non résolus a soit reçu un nouveau tuyau, soit réévalué d'anciennes preuves, identifiant une piste viable liée à un acte criminel près de son dernier lieu connu. Le mystère du sort de Marilyn Bergeron est un triptyque de possibilités, avec des preuves qui soutiennent et contredisent simultanément 3 récits distincts. La dissection de chaque théorie, disparition volontaire, acte criminel ou suicide, révèle une affaire où les frontières entre elles s'estompent, suggérant que la vérité n'est peut-être pas un événement unique, mais une crise tragique et évolutive. La preuve la plus solide que Marilyn a commencé une nouvelle vie provient d'une rencontre près de 2 ans après sa disparition. En décembre 2009, un résident de Hawkesbury, en Ontario, nommé Guy Salico, a été réveillé à 2 heures du matin par une jeune femme à sa porte. Il l'a décrite comme étant en détresse, en pleurs et insuffisamment vêtue pour le temps froid et humide, en jean, t-shirt léger
et talons hauts. La femme a demandé à utiliser le téléphone pour appeler quelqu'un sur la rue Chamberlain, une rue locale, mais l'appel a été infructueux. Elle a décliné l'offre de Salico de la reconduire, disant qu'elle marcherait, et est partie après environ 15 minutes. 3 mois plus tard, Salico a vu un reportage sur Marilyn et était certain que c'était la femme qui était venue à sa porte. Bien que la femme qu'il a vue soit blonde, la famille Bergeron a confirmé que Marilyn se teignait parfois les cheveux et a même fourni des photos d'elle en blonde. Le récit détaillé de Salico, qu'il a signalé à la police en 2010, mais qui n'a été rendu public qu'en 2022, est considéré comme très crédible par la famille. Sa mère est sûre à 99,9% que c'était sa fille. Ce témoignage est renforcé par l'avocat de la famille, Marc Bellemare, qui a déclaré qu'il s'agissait de l'un des quelques 20 tuyaux crédibles plaçant Marilyn dans la région de Hawkesbury à cette époque. Si elle a réussi à commencer une nouvelle vie, quel était le prix de cette liberté? Et pourquoi était-elle dans un tel état de crise? Le fondement de la théorie de l'acte criminel est la terreur palpable qui a précipité sa disparition. Ces déclarations énigmatiques sur un événement à Montréal, pire que le viol ou le meurtre, fournissent un motif puissant pour quelqu'un voulant la faire taire. Ce récit suggère que la menace qu'elle fuyait à Montréal l'a finalement rattrapée. Plusieurs éléments de sa dernière journée soutiennent cette hypothèse. Son comportement nerveux au guichet automatique, le mystérieux sac à dos noir et la présence probable d'un chauffeur inconnu pour son trajet de 25 km pointent tous vers l'implication d'au moins une autre personne. La famille et leur avocat ont longtemps cru qu'un crime tel qu'un enlèvement, meurtre, s'était produit. Cette théorie a obtenu sa validation officielle la plus significative avec la perquisition policière de 2022. La théorie initiale du SPVQ était basée sur la détresse psychologique incontestée de Marilyn. Elle était décrite par sa famille comme étant dans un état psychologique précaire et par l'employé du café comme déprimée. Sa question poignante à sa sœur sur la « lumière au bout du tunnel » peut être interprétée comme une expression d'idée suicidaire. Cependant, les preuves contre cette théorie sont substantielles. Il est difficile d'expliquer pourquoi elle aurait parcouru 25 km jusqu'à un café au hasard pour mettre fin à ses jours. Sa tentative de retirer 60 $ semble contre-intuitive à un plan de suicide. Elle n'a laissé aucune note à sa famille et, malgré des recherches approfondies au fil des ans, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Plus important encore, cette théorie est complètement contredite par les témoignages crédibles de Hawkesbury. Ces 3 théories concurrentes ne sont peut-être pas mutuellement exclusives. Il est plausible qu'elles représentent différentes étapes d'un seul et même récit tragique. La crise a peut-être commencé par un acte criminel à Montréal, provoquant une disparition volontaire pour échapper à la menace. Sa tentative de fuite le 17 février a peut-être échoué en raison du manque d'argent, la laissant vulnérable mais lui permettant finalement de se rendre en Ontario. Là, sa vie en cavale n'était pas paisible mais une crise continue, comme en témoigne son état de détresse à Hawkesbury. Ce traumatisme persistant aurait pu finalement la conduire à se donner la mort par désespoir, ou la menace qu'elle fuyait aurait pu finalement la localiser. Face à une douleur et une incertitude inimaginables, la famille Bergeron a transformé son deuil privé en une formidable campagne publique pour obtenir des réponses. Refusant d'être des victimes passives des circonstances, ils sont devenus des défenseurs infatigables, non seulement dans la recherche de Marilyn, mais dans un combat plus large pour changer la façon dont les cas de personnes disparues sont traités au Québec. Dès le début, les Bergerons ont refusé d'attendre. Immédiatement après la disparition de Marilyn, ils ont lancé leurs propres recherches et ont commencé à imprimer et à distribuer des dépliants avec sa photo et des informations sur son tatouage distinctif de Pégase. Comme l'a déclaré sa mère, André Béchard, ils ont choisi de ne pas s'asseoir sur le canapé en pleurant,
mais de travailler activement pour maintenir cette enquête en vie. La famille a habilement utilisé l'intérêt public pour générer des pistes. Ils ont initialement offert une récompense de 10 000 $. En février 2017, reconnaissant que l'enquête était au point mort, ils ont pris la décision stratégique de tripler la récompense pour la porter à 30 000 $. Cette augmentation de la valeur monétaire de l'information s'est avérée efficace, générant une vague de nouvel intérêt public et des dizaines de tuyaux. Un moment charnière de leur campagne a été la décision d'engager Marc Bellemare, un avocat de premier plan et ancien ministre de la Justice du Québec. Bellemare a apporté une expertise juridique, une voix publique puissante et une nouvelle dimension stratégique à leurs efforts. Il a mis en place une ligne de dénonciation confidentielle, créant un canal parallèle pour les personnes qui pourraient détenir des informations cruciales, mais qui hésitaient à parler directement à la police. Au-delà de leur propre cas, les Bergeron ont canalisé leur frustration dans une lutte pour une réforme systémique, faisant pression sur le gouvernement pour la création d'une escouade provinciale spécialisée dans les disparitions. Leur parcours est un modèle puissant pour d'autres familles, démontrant qu'elles peuvent être des participantes actives et influentes dans le processus d'enquête. Plus de 15 ans après que Marilyn Bergeron a quitté la maison de sa famille, son cas reste un mystère non résolu et profondément troublant. Le récit est fracturé en 3 possibilités convaincantes mais contradictoires. Une jeune femme qui a succombé au désespoir, une victime d'un crime horrible ou une survivante vivant dans un état de fuite perpétuelle. L'affaire pivote sur une série de questions profondes et sans réponse. Que s'est-il vraiment passé à Montréal? Quel secret pouvait-elle décrire comme pire que le viol ou le meurtre? Qui Marilyn a-t-elle rencontré le 17 février 2008? Et la femme en détresse à Hawkesbury en 2009, était-elle vraiment Marilyn? Après des années de recherche et de souffrance, la famille Bergeron reste suspendue dans un état de perte ambigu. La clé pour résoudre cette affaire tragique repose presque certainement sur une ou plusieurs personnes qui détiennent une pièce du puzzle. L'appel final et durable de la famille est un appel à ces individus pour qu'ils brisent leur long silence et apportent enfin la lumière dans les ombres où Marilyn Bergeron a disparu. Si vous savez quelque chose, il n'est jamais trop tard pour parler. La paix d'une famille n'a pas de prix. Merci d'avoir regardé Traces perdues. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.